Allez, on y retourne. Voilà, donc comme je disais, on va revenir sur le score métabolique. On va revenir très rapidement au-dessus par rapport au score. Donc l'énergie cellulaire, je vous ai dit, c'est en particulier la mitochondrie. Un score finalement d'énergie cellulaire basse, ça va avoir pour indicateur un brouillard cognitif, des difficultés à soutenir un travail sur le long terme, une récupération lente après une charge mentale, une sensibilité accrue au stress. Et tout ça, ça peut avoir différentes sources. Une diminution de la création d'ATP cérébral, une diminution de la biosynthèse des mitochondries, c'est-à-dire une diminution de la synthèse de ces organites cellulaires, ou une augmentation du stress oxydatif. Donc, ce fameux stress oxydatif, je vous expliquerai plus précisément ce dont il s'agit, mais en tout cas, le stress oxydatif, c'est un système qui va finalement, on va dire, fatiguer les mitochondries, qui va faire que les mitochondries seront moins actionnables. Le score métabolique. Alors, le score métabolique, c'est finalement comprendre que l'instabilité métabolique peut entraîner une instabilité cognitive. Donc, ça, c'est quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, le fameux crash postprandial. Quand vous mangez un repas trop sucré, vous pouvez avoir un crash postprandial à cause d'une élévation trop brutale de l'insuline. Ça peut aussi engendrer des envies de sucre vers 16 heures, malgré un repas finalement relativement copieux ou une difficulté à jeûner. Et également un signe plus chronique d'instabilité métabolique, c'est une augmentation du tour de taille. Quand vous avez un tour de taille qui a tendance à augmenter, ça peut être le signe d'une instabilité métabolique. Alors comment tout ça va s'explorer? Ça va s'explorer à travers des biomarqueurs. Je vais parler de biomarqueurs, on va pas forcément détailler, sauf si vous avez des questions. Les biomarqueurs, ça va être tous ces éléments qui vont dans votre prise de sang vous donner des informations quant à votre métabolisme, notamment l'hémoglobine glycée, l'insuline d'agent ou un score que l'on appelle le HOMA, qui est un signe assez précoce de résistance à l'insuline. Et je crois qu'on vous a déjà parlé de résistance à l'insuline, mais ça sert à rien de parler de résistance à l'insuline si on ne parle pas de HOMA. Il y a le score brouillard du stress. Qui dit stress dit action de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, je vous rappelle globalement comment ça marche. Le stress, au début, c'est un mécanisme psychologique. C'est finalement l'adaptation que doit faire votre cerveau à une agression extérieure, que l'on va appeler une source de stress. Et à ça, il va y avoir des réactions non seulement psychologiques, mentales, mais également des réactions biologiques, en particulier une action de l'axe hypothalamo-hypophysaire, avec sécrétion, vous le savez, d'adrénaline, de noradrénaline, et puis finalement de cortisol. Et tout ça, ça va se traduire par différents signes, comme une hypertension potentielle, un peu permanente. On peut aussi avoir des réveils à 3-4 heures du matin. Si classiquement vous vous réveillez à 3-4 heures du matin, quelle que soit l'heure à laquelle vous vous couchez, ça peut être dû à un problème au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Aussi une difficulté à ralentir l'esprit, quand vous avez l'esprit qui tourne à toute vitesse, ou vous vous sentez vraiment trop irritable, ça peut être aussi un déséquilibre au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Alors, comment tout ça, ça va pouvoir être mesuré? Là encore, on peut faire des bilans biologiques, comme par exemple la CRP ultrasensible, qui est un marqueur ultrasensible, comme son nom l'indique, d'une inflammation. Ça peut être aussi un profil du cortisol. On vous a certainement déjà expliqué que le cortisol, il avait tendance à avoir un pic le matin et ensuite il diminuait. Un pic de cortisol le matin, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'énergie le matin, d'augmenter finalement notre métabolisme le matin. Après, on peut aussi explorer l'axe hypothalamo-hypophysaire d'une manière indirecte par la mesure du HRV, le Heart Rate Variability. Là encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la fin. Je suis désolé, j'aurais aimé faire plus interactif, mais là, les conditions techniques ne nous aident pas. On va parler du score hormonal masculin, on va rester un petit peu sur les hommes. Alors, vous savez que l'hormone principale de l'homme, c'est la testostérone. La testostérone, ça permet quoi? Ça permet la motivation, la discipline également. L'assertivité, c'est-à-dire finalement se mettre en avant, avoir quelque part confiance en soi. La tolérance au risque, c'est des études qui ont montré que c'est assez intéressant que les entrepreneurs qui étaient plus tolérants au risque, qui s'autorisaient finalement parfois des investissements un petit peu moyen, un petit peu trouble, ils avaient une testostérone assez élevée. Et également, ça permet une résilience, c'est-à-dire finalement un retour à la normale après un stress. Alors, qu'est-ce que vous pouvez avoir quand vous avez une carence quelque part, on pourrait dire en testostérone? Vous allez avoir une diminution de ce qu'on appelle le drive, c'est-à-dire de tout ce qui va vous donner de l'énergie au quotidien, une diminution de la libido, une diminution de la récupération et une augmentation là encore du périmètre abdominal avec une augmentation de cette graisse abdominale viscérale. Là encore, c'est quelque chose qui peut s'explorer à travers la testostérone totale, la testostérone libre et une hormone qu'on appelle la SHBG. Là encore, je détaillerai cela après. Maintenant, nous allons parler des femmes. Alors, c'est très intéressant parce que quand on parle de biologie, de la productivité, quand on parle de toute façon de routine, quand on vous dit, par exemple, il faut faire du HIIT, il faut faire la musculation, il faut gérer son sommeil comme ça, il faut manger comme ci, etc. Chez les hommes, quelque part, c'est vrai, parce que les hommes ont un rythme ultradien, c'est-à-dire qu'ils ont un rythme de 24 heures, les femmes ont un rythme de ce qu'on appelle infradien, c'est-à-dire qu'elles ont un rythme ultradien de 24 heures, bien sûr, mais en plus, les femmes, et vous savez s'il y a des femmes parmi vous, les femmes ont un rythme très différent, qui est un rythme médié par leurs hormones, d'à peu près 28 jours. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre. En fait, il y a plusieurs phases dans le cycle hormonal féminin, en particulier, il y a la phase folliculaire, qui est la première phase, la première partie du cycle, où la femme va être plus créative, va avoir une plus grande fluidité cognitive, des capacités de communication accrues, une phase lutéale avec une plus grande sensibilité au stress, un besoin de récupération augmenté, mais par contre une capacité d'analyse fine augmentée. Donc là encore, vous voyez, pour les femmes, c'est hyper intéressant et on ne s'occupe pas assez de ces histoires de cycles hormonaux chez la femme, mais ça rentre vraiment en ligne de compte dans la productivité. Donc, s'il y a des femmes parmi vous, intéressez-vous à votre cycle. Là encore, ça peut s'explorer à travers les dosages de l'estradiol, la progestérone, la FSH, la LH et la TSH, donc l'hormone de la thyroïde. On va parler du cerveau maintenant. Alors le cerveau, il faut quand même savoir que c'est un organe qui fait quoi, à peu près 4 kg, donc c'est quand même pas énorme. Le poids d'un cerveau, mais il consomme 20% de l'énergie au repos. C'est-à-dire que même quand vous êtes assis sur une chaise à ne rien faire, mais que vous êtes en train de faire du deep work, et ben vous consommez 20% même plus de l'énergie disponible dans votre corps. Donc attention, le cerveau, 20% de la consommation énergétique. C'est là qu'on peut trouver parmi la plus grande densité mitochondriale de l'organisme. Le cerveau est très dépendant de l'ATP. Et le cerveau est également très sensible au stress oxydatif. C'est pour ça que quand vous avez un stress oxydatif ou une inflammation au niveau du corps, le cerveau se met très rapidement en état de neuroinflammation et il est effectivement assez sensible à ça, c'est ce qui peut provoquer du brouillard mental. Bien souvent, cette fatigue mentale chronique, elle est due à un déficit énergétique du moins relatif au niveau du cerveau. Petite parenthèse, par exemple, quand on parle d'AVC, un accident vasculaire cérébral, vous voyez bien, il suffit d'un petit caillot qui empêche le sang de circuler et qui va aller boucher les vaisseaux au niveau du cerveau pour créer des dégâts vraiment extrêmement importants. Donc le cerveau, c'est certainement l'organe qui est le plus à protéger au niveau du corps humain. D'ailleurs, en tant qu'AVC réanimateur, bien évidemment, pour moi, le focus doit être vraiment sur le cerveau. On va parler justement d'ATP cérébral et de performance exécutive. Donc l'ATP, cette énergie cellulaire, elle est essentielle au niveau du cerveau parce que c'est ce qui va permettre à vos neurones de transmettre les informations. En fait, vos neurones, ils communiquent entre eux en transmettant des informations au niveau d'une zone que l'on appelle la synapse. Et bien pour que la transmission se fasse bien au niveau de la synapse, il faut énormément d'ATP cellulaire. Également, l'ATP cellulaire va permettre le maintien du potentiel membranaire, c'est-à-dire ce qui va gouverner la vitesse à laquelle l'information va être transmise. L'ATP est nécessaire également pour la plasticité neuronale. Vous avez certainement entendu parler de la neuroplasticité. Cette neuroplasticité ne peut être due que grâce à l'ATP au niveau du cerveau. Les fonctions exécutives, c'est-à-dire tous les gestes de précision, là encore nécessitent un ATP cérébral de qualité. Quand vous avez un déficit énergétique, ça peut entraîner une diminution de la vitesse de traitement des informations, une diminution du focus, une diminution de la résilience, donc une augmentation de la sensibilité au stress. Vous voyez bien que la discipline cérébrale est vraiment
énergétique. Alors je vais parler rapidement d'une molécule là encore qui rentre dans tout ce cycle d'énergie cérébrale qu'on appelle le NAD. Le NAD+, qui est beaucoup lié à ce qu'on appelle le vieillissement cérébral. Alors peut-être que vous avez entendu parler de ce NAD+, on en parle beaucoup dans le monde de la longévité. Donc le NAD+, est un cofacteur de la chaîne de production d'énergie et c'est en lien avec les sirtuines qui sont des molécules actives dans la prévention du vieillissement cellulaire. Le NAD va également avoir une influence dans la réparation cellulaire et également un rôle dans la genèse, dans la fabrication des mitochondries. Avec l'âge, on a notre NAD qui a tendance à diminuer. On peut augmenter notre NAD. Il y a beaucoup d'études qui recherchent comment faire des compléments alimentaires. On peut augmenter notre NAD. Il y a même certaines structures aux États-Unis qui proposent des injections intraveineuses de NAD. En tout cas, on peut aussi augmenter son NAD à travers des solutions naturelles comme l'exercice aérobie, le sommeil profond et la réflexion calorique intermittente. Tout ça, ça augmente naturellement le NAD. Très important encore dans l'estimation de l'énergie cellulaire, il y a un marqueur qui est très important qu'on appelle la VO2 max. Alors, la VO2 max, ça correspond à la quantité d'oxygène et d'énergie que peut utiliser votre corps. La VO2 max, elle est vraiment corrélée à la longévité. S'il y a un marqueur peut-être essentiel de la longévité, ça va être justement cette VO2 max. Cette VO2 max, elle entraîne une longévité, mais également la résilience, une réserve énergétique accrue et une très bonne perfusion cérébrale. Je vous ai expliqué l'importance de la perfusion cérébrale. Un VO2 max bas, ça va entraîner une fatigue rapide, un essoufflement, une diminution de la tolérance au stress et donc des réserves physiologiques extrêmement faibles. Attention, la VO2 max, c'est très intéressant. Là encore, si vous vous intéressez à votre propre physiologie, je vous rappelle, on ne peut optimiser que ce que l'on peut mesurer. Je vous encourage donc à aller tester votre VO2 max. On va parler là encore des mitochondries. Les mitochondries, elles, sont dues à deux mécanismes. D'un côté, une création de mitochondries à travers l'activation de PGC alpha, désolé, il y a des termes un petit peu techniques, qui sont déclenchés notamment par le rythme modéré et par la zone 2, c'est-à-dire un entraînement cardio où vous êtes capable d'avoir quand même une conversation. C'est ça la zone 2, c'est un entraînement cardio quand vous faites de la course tranquille, mais vous êtes quand même capable de discuter. Dans ces cas-là, vous êtes effectivement en zone 2. Après, les mitochondries, non seulement elles se créent, mais également, il faut se débarrasser des mitochondries qui sont anciennes et dysfonctionnelles. Et ça, bien sûr, ça se fait par le jeûne, par le sommeil, mais également par un phénomène dont vous avez certainement entendu parler qui est l'hormèse. On parle notamment de mytohormèse, c'est-à-dire que quand on pratique le jeûne, l'exposition au froid ou le sauna, ça va obliger le corps à fabriquer plus de mitochondries. Donc les mitochondries, voilà, il faut les nettoyer. Les booster uniquement, ça n'a pas servi à grand-chose. C'est voilà, pas forcément utiliser des boosters, cherchez pas des compléments alimentaires pour booster les mitochondries, c'est pas un nettoyage. Alors pourquoi finalement quand on parle de compléments alimentaires, il y en a énormément qui sont inefficaces. Alors certainement que vous êtes à la recherche, c'est souvent ce qui m'est demandé, quel est le complément alimentaire à prendre, quels sont les compléments à prendre pour être au top. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de compléments qui sont totalement inefficaces. Pourquoi? Parce que bien souvent on fait des empilements sans diagnostic, c'est-à-dire qu'on va prendre les derniers compléments alimentaires qui sont conseillés par le dernier influenceur à la mode sur Insta. On fait tout n'importe quoi, on va se retrouver avec des stimulations excessives, c'est-à-dire qu'on va prendre des compléments alimentaires qui comportent parfois les mêmes compléments alimentaires, on va se retrouver avec des excès. Il faut savoir que manquer de vitamines c'est toxique, mais avoir trop de vitamines c'est toxique aussi. Bien souvent aussi les personnes utilisent des compléments alimentaires inefficaces parce qu'ils connaissent pas bien le fonctionnement de leur métabolisme et ils n'ont pas fait de mesure. Ça sert à rien de se complémenter si on ne fait pas de mesure. Il y a également quelque chose qu'on appelle la tolérance, c'est-à-dire parfois on prend des compléments alimentaires comme par exemple la caféine, et bien quand on prend trop de caféine au bout d'un certain temps, il y a un phénomène qu'on appelle la tolérance, on appelle aussi la tachyphylaxie qui fait que finalement on commence à être moins obéissant, je dirais, à ces compléments alimentaires. Quand on parle des neurotransmetteurs, il est important de parler de la dopamine. La dopamine, il y a différentes phases. On va appeler la dopamine tonique. C'est ce qui va vous guider, ce qui va vous donner de l'énergie, qui va permettre une motivation et justement après une discipline. Et donc ça, c'est super, c'est la bonne dopamine. Et il y a la dopamine qu'on va appeler phasique. C'est en fait juste des phases d'excitation. C'est-à-dire je prends mon téléphone, je scroll comme ça, toc toc toc, et je reste un petit peu à regarder des images, je me fais plaisir, mais ça sert à rien. La récompense immédiate, la distraction numérique, tout ça, c'est une dopamine phasique qui n'apporte pas grand-chose. Trop de stimulation digitale, finalement, ça rend votre cerveau moins réceptif à la dopamine et puis vous avez une dopamine qui ne sert pas à grand-chose. On va parler maintenant rapidement de ce que l'on appelle les nootropiques. Alors les nootropiques, ou du moins les compléments alimentaires actifs au niveau du cerveau pour augmenter l'énergie cellulaire et la clarté mentale. Alors il y en a certains qui sont intéressants, mais encore je vous dis, ça nécite souvent des investigations, il ne faut pas forcément se complémenter comme ça. La créatine, on en parle beaucoup, c'est pas uniquement pour faire la musculation. Le coenzyme Q10 et le PQQ qui sont très efficaces au niveau de la mitochondrie. Les oméga 3 qui sont également très intéressants au niveau de la mitochondrie et qui également sont anti-inflammatoires. Le magnésium, bien souvent, on est carencé en magnésium. Il y a différents types de magnésium. L'oxyde de magnésium qui est une mauvaise classe de magnésium, très peu biodisponible, et le glycinate de magnésium, ou le thréonate de magnésium, ou le malate de magnésium qui eux sont beaucoup plus intéressants. Donc si on devait dire mais qu'est-ce qu'il faudrait prendre par exemple, je donne juste des exemples par rapport à un stack, donc un ensemble de nootropiques ou de compléments alimentaires pour booster le cerveau, on peut parler de l'alpha-GPC qui est une forme de choline. La choline c'est le précurseur de l'acétylcholine qui est un neurotransmetteur très important notamment au niveau de la mémoire. La caféine, mais attention, ce qui est assez amusant c'est que concernant la caféine, il y a des gens qui disent moi la caféine ça me donne vraiment un effet incroyable, mais d'autres qui disent moi la caféine ça me fait pas grand chose. Alors pourquoi il y a justement cette différence? Tout simplement parce que il y a ce que l'on appelle un polymorphisme génétique, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes récepteurs à la caféine et tout ça c'est dû à notre génétique, en particulier un gène qu'on appelle CYP1A2 qui va finalement déterminer si on est sensible ou non à la caféine. Donc quand vous dites moi la caféine ça m'empêche de dormir, ma caféine ça me fait rien, et bien c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est une réalité biologique. J'aime bien, quand on parle caféine, l'associer à la théanine que l'on trouve notamment dans le thé, c'est quelque chose qui va permettre de contrer les effets excessifs et excitants de la caféine. Il y a des personnes qui prennent la caféine qui sont un peu survoltées, bien le côté survolté va être calmé par la théanine. Alors attention, quand vous prenez la caféine, je vous encourage toujours de prendre avec de la théanine. L'idée c'est de prendre 2 théanines pour une caféine. Quand vous prenez 50 mg de caféine, je vous encourage à prendre 100 mg de théanine. Après, il y a une plante dont on parle beaucoup en ce moment, qui est un champignon, qui s'appelle le lion's mane. Tout à l'heure, je parlais notamment des cafés avec des champignons comme bonjour, et contient la connaissance du lion's mane. Alors il y a beaucoup de promesses quant au lion's mane, mais les études ne sont pas non plus hyper folles. C'est pas hyper sûr que ce soit très efficace, mais bon, à la rigueur, on peut toujours essayer et voir si ça vous convient. Bon, je reviens sur la créatine qui est vraiment peut-être pour moi le complément alimentaire le plus intéressant. Mais vous voyez, quand vous prenez ces mélanges de compléments alimentaires, vous allez avoir une augmentation de la plasticité cérébrale et une augmentation de votre capacité de travail. Et ça va vraiment être extrêmement important. C'est-à-dire que vous allez optimiser votre biologie cérébrale. Il y a un concept également, je ne vais pas forcément parler beaucoup de ça, mais qui est très important par rapport à cette idée de productivité, ce qu'on appelle le flow. Le flow, c'est dans un état où finalement, vous êtes assez dans l'excitation et dans le stress positif du travail, mais en même temps, vous avez quand même des capacités de réussir. En fait, il y a une espèce de balance. Si on n'a pas assez de stress, et trop de capacité, on s'ennuie. Si on a trop de stress et pas assez de capacité, on peut aller vers le burn-out. L'idéal, c'est d'avoir juste exactement le stress suffisant pour aller en avant et les capacités pour réussir ce qu'on est en train de faire. Ce fameux état de flow qui a été popularisé
par un scientifique avec un nom très compliqué, un Mihaly, comme ça, je devrais même pas à le prononcer. C'est l'union de différents neurotransmetteurs, en particulier la dopamine, la noradrénaline, les endorphines et l'anandamide. Donc vous voyez, c'est aussi quelque chose qui peut être ressenti et qui là encore est une réalité biologique. Et là encore, vous le comprenez, certains compléments alimentaires ou certaines routines peuvent permettre d'accéder plus facilement à l'état de flow. On en vient à la testostérone. Pour vraiment bien comprendre cette histoire hormonale, la testostérone va influencer la motivation, la résilience au stress, la tolérance au risque, comme je disais, cette fameuse tolérance au risque, elle est plus élevée à partir du moment où les gens ont une testostérone assez vite, l'assertivité, donc l'affirmation de soi, et la récupération biologique. Il y a des liens extrêmement précis entre la dopamine, le système limbique, donc le système émotionnel, le cortex préfrontal et la testostérone. Vous voyez, quand on manque de testostérone, on va manquer de dopamine, on va avoir un système émotionnel déséquilibré et on va avoir une moins bonne concentration. Alors, quand on parle de testostérone, parfois les personnes font un dosage de testostérone et sont très satisfaits parce qu'ils ont une testostérone qui est normale. Mais il faut savoir qu'il y a trois types de testostérone. Alors, il y a ce que l'on appelle la testostérone qui est liée à un transporteur qu'on appelle la SHBG. Donc, il y a à peu près 60-70% de la testostérone qui est liée à SHBG. 35% liée à l'albumine, à peu près 30 à 40% liée à l'albumine, et à peu près 1 à 4% de testostérone libre. Il n'y a que la testostérone libre qui est vraiment active. Donc là encore, si vous faites un dosage de testostérone et que vous n'avez pas accès au testostérone SHBG et la testostérone libre, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc là encore, toujours cette histoire de biologie qui précède à tous les comportements cérébraux et en particulier la productivité. Alors qu'est-ce que la SHBG, comme je le disais, c'est un transporteur qui va fixer la testostérone. Trop de SHBG, ça empêche la testostérone libre d'être active, et donc fatalement, ça diminue le taux de testostérone actif. Qu'est-ce qui se passe quand la SHBG est basse? C'est souvent dû à une insuline élevée, ça augmente l'inflammation, et le métabolisme énergétique est altéré. Très important aussi, je vous ai parlé tout à l'heure du problème de la graisse viscérale. En fait, la graisse viscérale, c'est pas uniquement du gras, c'est un organe qui va produire une enzyme que l'on appelle l'aromatase. Et bien l'aromatase va transformer votre testostérone en hormone féminine. Donc si vous avez trop de graisse abdominale, si vous avez trop de graisse viscérale, votre testostérone va être transformée par l'aromatase, et donc finalement vous allez avoir une diminution de la testostérone. Donc globalement, si vous voulez être productif, il faut diminuer votre tour de ventre. Si vous avez un tour de ventre plutôt assez gros, et ben a priori ça empêche la productivité parce que ça diminue la testostérone par l'action de l'aromatase. Également, ce qui diminue la testostérone, c'est le cortisol. Le cortisol, quelque part, c'est un petit peu comme si le taux de cortisol allait voler le taux de testostérone. Trop de cortisol, ça diminue la testostérone. Donc attention, en stress chronique, vous allez baisser votre testostérone. Si vous voulez augmenter votre testostérone, gérez votre stress, que ce soit par la cohérence cardiaque, la méditation ou autre, en tout cas, la testostérone est augmentée par la gestion du stress. Le levier fondamental également pour la testostérone, c'est un sommeil de qualité. Il est évident que quand vous avez un sommeil perturbé, vous allez avoir un dérèglement de toute votre horloge biologique et une diminution de la synthèse de testostérone, et également une augmentation du cortisol avec une augmentation de la résistance à l'insuline. Tout ça, ça va diminuer l'action de votre testostérone. Comment augmenter également cette testostérone? Eh bien, c'est par un entraînement efficace, en particulier soulever des charges lourdes, des exercices polyarticulaires et une récupération adéquate. Attention, après vos séances de sport, pensez bien à bien récupérer. Et ça va augmenter votre testostérone. Attention, si vous avez un surentraînement, si vous allez beaucoup trop fort, vous allez augmenter votre cortisol et au contraire, vous allez baisser votre testostérone. Donc attention, de l'entraînement, oui, mais pas à l'excès. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Je vous ai expliqué donc l'histoire de la graisse viscérale et de l'aromatase. Donc attention, je répète, si vous avez un tour de taille augmenté, votre aromatase va être augmenté, vous allez convertir votre testostérone en estradiol, augmenter l'inflammation. Donc comment vous allez faire pour baisser cette graisse abdominale? Faire de l'entraînement en zone 2, un déficit calorique, tout ça, ça va stabiliser votre insuline et diminuer votre graisse viscérale. Alors comment également faire pour optimiser ses hormones et son énergie? Alors attention, si vous avez une restriction calorique beaucoup trop forte, en particulier si vous diminuez beaucoup trop le cholestérol que vous pouvez manger, vous allez baisser votre taux de testostérone. C'est important de comprendre que le cholestérol, c'est pas juste du gras, c'est également un précurseur des hormones, en particulier des hormones sexuelles. C'est extrêmement important d'avoir un bon apport de lipides. C'est ça qui vous permet d'avoir suffisamment de cortisol, suffisamment de cholestérol pour pouvoir produire vos hormones sexuelles. Est-ce qu'il faut se supplémenter pour augmenter sa testostérone? Eh bien, potentiellement, il y a des carences, notamment en zinc, qui diminuent grandement la testostérone. Le déficit en vitamine D également peut diminuer la testostérone. Il y a un effet relativement léger, mais qui existe, de la supplémentation en ashwagandha. Ça a été montré que l'ashwagandha permettait légèrement d'augmenter la testostérone. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez un peu stressé, à vous supplémenter en ashwagandha. L'ashwagandha est une plante ayurvédique qui a la réputation de réguler le cortisol. Enfin, en tout cas, il semblerait que l'ashwagandha puisse permettre d'augmenter la testostérone. Après, on peut aussi prendre de la DHEA ou de la prénénolone, mais là encore, c'est dans un cadre purement médical. En tout cas, c'est pas la peine d'aller acheter des boosters miracles. On voit plein de boosters en parapharmacie. Les boosters de testostérone, ça ne sert strictement à rien. Alors attention, je vous ai parlé, je reviens dessus sur la performance féminine parce qu'elle est médiée par le cycle menstruel. Le cycle menstruel, vous le savez, il est physiologique, de toute façon, depuis l'adolescence, enfin la puberté, jusqu'à la ménopause, vous avez des cycles qui sont à peu près réguliers, à peu près de 28 jours. C'est globalement prévisible, c'est modulable et surtout c'est exploitable stratégiquement. C'est-à-dire que quand vous êtes une femme, ça peut être vraiment intéressant de traquer vos hormones, du moins votre énergie ou votre humeur, parce que ça permet de voir en fonction de vos cycles à quel moment vous êtes plus productif et de pouvoir jouer avec ça. Pour une femme, connaître vraiment sa variabilité hormonale, ça peut être un véritable avantage compétitif. Première phase folliculaire, les oestrogènes qui vont augmenter, ça va favoriser la plasticité cérébrale, la fluidité verbale, la créativité, la prise d'initiative. Quand vous êtes une femme, a priori, la première partie c'est idéal pour tout ce qui est le brainstorming, le networking, ou si vous lancez un projet. Quand vous avez l'évolution, c'est souvent là que, quand vous avez l'évolution, pardon, c'est souvent là que vous avez une assertivité, donc un désir de vous mettre en avant qui est favorisé. C'est vrai que l'ovulation, on considère chez la femme, c'est un moment où il y a beaucoup de confiance en soi, d'énergie sociale. On dit que c'est souvent un moment stratégique pour prendre des décisions majeures. Après, il y a la phase lutéale. La progestérone va être dominante, il y a une plus grande sensibilité au stress, un plus grand besoin de récupération, le sommeil qui va être modifié. Et là, on considère que c'est plus un moment où il va falloir prendre son temps, se retrouver et planifier. Donc, très important pour les femmes de comprendre et de jouer finalement avec ce rythme hormonal. La testostérone féminine, je vous ai dit, les femmes ont également la testostérone, ça leur apporte la motivation, l'initiative, l'énergie, la libido et la confiance en soi. Là encore, chez la femme, ça peut se doser de testostérone, la testostérone se dose également chez la femme. Je répète toujours, et d'ailleurs, ce week-end, je donnerai une conférence au salon de l'hypersanté sur le stress et le vieillissement. Le stress n'est pas un ennemi, le stress aigu est plutôt au contraire positif, ça se rapproche des phénomènes de l'hormèse. Le stress devient négatif quand il est chronique, parce qu'à ce moment-là, il va augmenter l'inflammation, augmenter le cortisol et diminuer la testostérone, diminuer également les capacités du cortex préfrontal. Le cortisol, finalement, c'est quelque part presque un ennemi au niveau du cerveau. Trop de cortisol, ça va non seulement diminuer les capacités de focus, d'attention, mais également de mémoire. On sait que le cortisol en excès va altérer l'hippocampe, qui est cette zone du cerveau qui gouverne notamment la mémoire et donc
Trop de cortisol, c'est pas bon pour la mémoire. Comme je vous disais, testostérone et cortisol, il y a toujours une espèce d'équilibre. Donc, tout va prendre focus que le cortisol, du moins en excès, est une cible à diminuer. Alors, attention, je répète, là je suis un peu simpliste pour que ce soit compréhensible. Le cortisol est bien évidemment pas un ennemi. Le cortisol, on en a besoin. Pas de cortisol, c'est une maladie. Donc, voilà, les déficits en cortisol, c'est une maladie médicale qui est traitée en service d'endocrinologie. Donc, voilà, manquer de cortisol, c'est une maladie, mais en tout cas, l'important, c'est de gérer au mieux son cortisol. Quelques mots du système nerveux autonome. Donc, deux modes. Le mode sympathique qui va être un mode d'activation et le mode parasympathique de récupération. Là encore, c'est vraiment important, j'en parlais tout à l'heure par rapport au sport. Trop souvent, on néglige la partie parasympathique, trop souvent, on néglige la récupération. Et c'est vraiment important de prendre le temps de récupérer. Le corps humain a besoin de récupérer, il ne peut pas tout le temps être à 100%. Donc, comment faire pour récupérer? Eh bien, il y a par exemple la cohérence cardiaque. Si vous ne connaissez pas, on en discutera tout à l'heure. Donc, la cohérence cardiaque, c'est une bonne manière de réguler sa physiologie. La respiration contrôlée, il y a plein de manières de respirer, 4, 7, 8, etc. Il y a plein de manières. De la zone de régulière. S'exposer le matin à la lumière du jour, c'est très important parce que ça va remettre en marche finalement votre horloge cérébrale, qui est vraiment la clé de tout rythme biologique, et diminuer tout ce qui est l'utilisation des écrans qui nous rend complètement omnibulés et augmente notre stress du quotidien. Donc globalement, en supposant que vous vouliez faire des blood tests pour en savoir un petit peu plus, qu'est-ce qui serait intéressant à savoir? La testostérone totale, la testostérone libre, la SHBG, le stradiol, c'est une femme, l'insulinogène pour voir si vous avez une résistance à l'insuline, et notamment plus particulièrement le HOMA, l'hémoglobine glyquée, le bilan lipidique, savoir si vous avez un déséquilibre oméga 3, oméga 6, savoir si vous avez des LDL oxydés, enfin tout ça c'est des marqueurs d'une inflammation qui peut avoir des répercussions sur votre énergie cellulaire. Quel est votre taux de vitamine D, qui a encore des répercussions sur votre énergie cellulaire? L'homocystéine, qui est un marqueur très très important du métabolisme, notamment des vitamines du groupe B, et qui peut se corriger grâce à la supplémentation adéquate en vitamine groupe B. La CRP ultrasensible, un marqueur très précoce de l'inflammation. Donc là encore, vous voyez, en tant que leader, en tant que personne intéressée par la productivité, c'est important d'avoir une estimation de certains paramètres. Vous pouvez aussi chercher des paramètres physiologiques, comme la VO2 max, la HRV, la heart rate variability, le tour de taille, essentiel, comme je disais, pour estimer votre graisse viscérale, la masse grasse que vous pouvez estimer avec un appareil qu'on appelle un DEXA scan, et ça va vous permettre de savoir si vous avez un risque d'avoir trop d'aromatase, donc trop de perte quelque part de votre testostérone. La qualité du sommeil, évidemment, c'est très important. Vous pouvez avoir des bagues ou les bracelets Whoop qui peuvent vous donner des indications sur la qualité du sommeil, évidemment. La meilleure estimation de la qualité de sommeil, c'est tout simplement de se sentir en énergie le matin. Donc vous voyez, si on a une cartographie des analyses métaboliques, des analyses hormonales, des analyses énergétiques, des analyses du stress, des analyses cognitives, ça vous permet de connaître vos leviers. Quand vous connaissez vos leviers, vous pouvez voir quels sont les leviers qui sont prioritaires pour vous et quels sont ceux qui sont à optimiser. Si on faisait une espèce de plan stratégique, imaginez par exemple sur 90 jours, phase 1, une stabilisation métabolique, amélioration du sommeil, régulation du stress, une phase 2 avec une augmentation de la VO2 max, optimisation des hormones éventuellement par des compléments alimentaires, renforcement des mitochondries, une phase 3 avec des stacks ciblés, donc des nootropiques ciblés, une calibration fine et un ajustement des biomarqueurs. Donc, vous voyez, il y a possibilité d'avoir quelques changements au niveau de votre vie en 90 jours avec une optimisation biologique de qualité, l'optimisation biologique, soutenue du terrain biologique, de l'équilibre endocrinien, des mitochondries, de la régulation nerveuse, de la neurochimie. C'est pas juste une simple routine, je ne parle pas de routine, on n'est pas là pour parler de routine de productivité, on est là pour parler de stratégie globale d'architecture biologique. Et pourquoi la plupart des personnes optimisent mal? Eh bien, c'est parce qu'ils empilent des compléments dans tous les sens, ils copient les routines qui sont prescrites par le dernier bricolo à la mode, ils confondent l'énergie et la stimulation, et quand on prend de la caféine, on n'a pas de l'énergie, on est stimulé, mais c'est pas de la vraie énergie. On ignore les biomarqueurs, on optimise sans hiérarchie, sans réfléchir, tout ça c'est du bricolage, tout ça peut marcher un temps, mais ça marche pas sur le long terme. Donc une vraie optimisation, c'est une optimisation biologique, et ça c'est vraiment important. Si vous voulez parler productivité, si vous voulez parler optimisation sans parler de biologie, vous allez dans le mur parce que finalement, à la base, tout est biologique. Même des personnes comme des shows de développement personnel comme Tony Robbins, il dit toujours physiologie first, physiologie first, physiologie first, et ça c'est vraiment important. Donc attention, je vous ai dit, confusion souvent entre la stimulation et la performance. La stimulation, c'est le sucre, c'est la caféine, c'est le stress, la dopamine digitale, ça c'est des stimulants, mais c'est pas de l'énergie. Tout ça, ça va vous donner une petite activation temporaire, un petit boost, mais vraiment pour très peu de temps, et après vous allez avoir un down. Par contre, une vraie performance avec une ATP stable, des hormones équilibrées, un cancer régulé et des bons neurotransmetteurs. Vraiment essentiel. La performance aiguë, c'est un pic, c'est l'intensité, c'est l'adrénaline, et la durable, c'est ce qui va permettre de résister sur le long terme. Vous savez, la vie entrepreneuriale, pour ceux parmi vous qui sont entrepreneurs, c'est pas un sprint, c'est un marathon avec parfois des périodes de sprint. Et ben, il faut pouvoir donner l'énergie et savoir récupérer sur le long terme. Et il y a des plafonds biologiques, évidemment. Après 35-40 ans, une diminution du NAD, une diminution de la VO2 max, une diminution de la testostérone, une augmentation, une augmentation de la résistance à l'insuline, une baisse de la sensibilité à l'insuline, une diminution de la capacité de récupération. Donc, vous voyez, tout ça, à partir de 35-40 ans, ça vient très vite, en fait. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire quelque chose. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de prendre en considération votre biologie. Les leaders de nouvelle génération vont être les leaders qui vont optimiser leur biologie, connaître leurs biomarqueurs, connaître leur terrain, structurer leur récupération, avoir la clarté mentale nécessaire et surtout préserver le capital biologique parce que c'est non seulement de la productivité, mais c'est également de la longévité. Et j'en termine pour ceux que ça intéresse, petit moment de promotion, pour mon livre Biohacking pour les entrepreneurs, donc à sortir chez Erol, mi-avril, oui, Biohacking, prenez le contrôle de votre biologie, optimisez votre mindset, maximisez votre business chez Erol. Je vous ai mis un QR code, ça s'en précommande sur Amazon, alors vous pouvez le trouver sur Fnac, sur Cultura, ce que vous voulez, mais voilà, j'ai juste mis par simplification le QR code d'Amazon. Et pour ceux qui sont intéressés par la longévité, je vous encourage à précommander le livre. Prenez votre longévité en main. Donc là, c'est un gros bouquin, hein, ça fait 320 pages, je crois. Et vraiment, on a mis plein de détails. Au début, on s'est fait un livre d'à peu près 250. Finalement, on a mis tellement de matière qu'il y a 320 pages. Et encore même, j'aurais mis encore plus de choses, mais dans le livre, il y aura des QR codes qui vont envoyer sur mon site internet avec des pages bonus. Parce que là, j'explique vraiment tous les biomarqueurs, j'explique les compléments alimentaires, j'explique les médicaments innovants par rapport à la longévité. Donc vraiment, ça se veut être un livre de référence. Je vous remercie de votre attention. J'enlève mon image. Hop, et alors, tac. Voilà. Alors, dites-moi tout. On va des questions. Et je suis de retour. Hop, en mettant un peu d'éclairage. En tout cas, c'est beau de voir ton proche de livre avancer. Ça fait longtemps qu'on en parle tous les deux. Donc... Ouais, ça y est, il sort bien. Alors oui, il y a des questions. Attention encore une fois à bien mettre les questions dans la partie Q&A. Je bascule celles que je vois dès à présent et je vais les poser directement. Ouais. Tac, je bascule juste celles qui ne sont pas dans la bonne section. Tac. Ok. Alors, quand vous parlez d'inflammation, fatigue mentale chronique, et ça comprend inflammation de bas grade, que pensez-vous de l'alimentation en cétose flexible contre cette inflammation? J'ai pas compris la question. Est-ce que la cétose, potentiellement, si je résume l'inflammation, peut permettre de lutter contre l'inflammation, notamment contre celle de bas grade? Oui, non, peut-être. Ça veut tout rien dire, en fait.
Ça dépend. Si on considère que trop de sucre, ça crée une neuroinflammation, ce qui est vrai, à ce moment-là, c'est pas forcément la peine d'aller en cétose. Déjà, le fait d'aller en low carb, c'est déjà très très bien. C'est-à-dire baisser tous les sucres, je dirais raffinés, tous les sucres dits rapides, parce qu'il ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, oui, effectivement, ça peut baisser l'inflammation. L'inflammation, la neuroinflammation est très très liée à l'inflammation de Bagrave. Mais l'inflammation de Bagrave, elle va pas forcément uniquement se soigner entre guillemets par la cétose. C'est quand vous avez des intolérances alimentaires ou que vous avez ce qu'on appelle un leaky gut syndrome, donc comment dirais-je, un problème d'absorption au niveau de l'intestin, vous pouvez avoir une inflammation de Bagrave et une neuroinflammation. Donc l'acétose, c'est pas forcément le truc miracle. On donne trop souvent de l'acétose, de l'alimentation avec plein de gras ou des choses comme ça. Alors, cétose n'est pas forcément alimentation avec plein de gras, hein. Ça il faut faire la différence. Mais en tout cas, l'idée de faire du régime cétogène, du keto ou de se gaver de gras, c'est pas forcément bon. En fond, ça c'est vraiment quelque chose qui dépend de votre génétique. Et les gens chez qui c'est catastrophique de faire ce type d'alimentation. Donc d'une manière très claire, d'après les études les plus sérieuses, s'il y avait un régime à garder, c'est le régime dit méditerranéen, en tout cas le régime cétogène ou cétonique, qui à la base était une thérapie pour l'épilepsie. Déjà, il n'est pas forcément tenable sur le long terme, parce que c'est quand même une alimentation qui est quand même très restrictive, qui est socialement pas forcément toujours facile, qui est au niveau du plaisir pas forcément toujours facile, qui parfois est trop pauvre en fibres. Donc en tout cas, non, l'alimentation cétogène, c'est pas forcément le Graal. S'il y avait une chose à retenir, c'est plutôt l'alimentation dite méditerranéenne. Est-ce que ça répond à la question? Je pense que oui. La personne concernée le dira, je crois que c'était Tony de mémoire. Nouvelle question de Tony qui fut passionné par la conférence de toutes les questions qu'il a posées. Pour les mitochondries comme la lymphe, en marchant pour la circulation sanguine, bref, grosso modo, si je résume, est-ce que marcher aide à nettoyer les mitochondries? Parce que le mouvement active du coup le système lymphatique. Alors, c'est pas lié, hein, ça a strictement rien à voir, mais oui, en tout cas, en fait, les mitochondries, il y a un recyclage des mitochondries. Donc, à partir du moment où on fait des mouvements de la zone 2, t'as entendu, de la musculation, on va forcer notre corps à créer des nouvelles mitochondries. On peut aussi créer des nouvelles mitochondries par tous les phénomènes d'hormèse. En fait, quand on parle d'hormèse, l'expulsion froide, le sauna, etc., c'est pas juste un fantasme, ça va jusqu'au niveau des cellules, c'est-à-dire que ça va créer ce qu'on appelle la mito-hormèse. Faut comprendre, qu'est-ce que l'hormèse, en fait? Il faut comprendre que, en fait, quand on envoie un stress extrêmement aigu à notre corps, on va lui obliger à produire plus d'énergie. Quand on produit plus d'énergie, on va produire plus d'ATP. Quand on produit plus d'ATP, on va créer plus d'oxydants. En fait, les oxydants, ce sont, on va dire, les déchets de la production d'énergie par les cellules. Et donc, une fois que vous avez trop de déchets, vous allez obliger votre corps à se débarrasser des déchets. Donc, en vous exposant à l'hormèse, vous allez obliger votre corps à se débarrasser plus facilement des déchets, vous allez augmenter comme ça le recyclage des mitochondries. Est-ce que c'est clair? Tony. Tony, manifeste-toi. Tony qui nous demande encore, il parle de la caféine qui semblerait lui faire mal à la tête quand il en consomme, notamment sur l'externe espresso. Tu aurais recommandé cette stratégie du coup de temps, ta presse. Il demande s'il peut la coupler, du moins le café plutôt, s'il peut le coupler avec la L-théanine. Oui, bien sûr. Il fait des effets stimulant la caféine. Oui, tout à fait. En fait, un espresso, ça fait à peu près 50 mg de caféine. Quand on prend 50 mg de caféine, il faut prendre 100 mg de théanine. Et les cafés directement qui comportent les deux, si jamais cela peut vous intéresser. Par contre, est-ce qu'il y a vraiment le 2 pour 1? Ça, je suis pas sûr. Effectivement, je crois qu'il laisse sujet. Chez une personne avec PCOS, je ne connais pas, peut-être que tu connais certainement, comment optimiser une productivité stable en agissant sur l'insuline et l'inflammation? Et quelle place de niveau complément dans ce cadre? Puis quels compléments ont le plus d'effet réel? La question de Lucille, cette fois-ci. Alors attends, PCOS, qu'est-ce que c'est que cette bête? Je vais mettre la question comme ça en plus grand, tu peux la lire. PCOS. Qu'est-ce que c'est que cette bête? C'est quoi PCOS? PCOS, j'ai entendu parler de ça. Je connais pas ce nom, hein. C'est possible. Ah, mais de toute façon, moi je suis très humble, c'est-à-dire que j'ai encore beaucoup à apprendre, donc si je peux apprendre des choses sur le PCOS, je suis ravi. Ah oui, le SOPK. D'accord. Le SOPK, d'accord. Donc oui, le SOPK, alors bon, le SOPK, il y a différentes choses. On ne sait pas trop bien à quoi c'est dû le SOPK. Il y a peut-être de la résistance à l'insuline, ça c'est possible. Il y a des compléments alimentaires potentiels sur le SOPK, excusez-moi, j'ai un message. Il y a des compléments alimentaires sur le SOPK, comme par exemple l'inositol, mais d'une manière générale, le SOPK c'est vraiment un problème hormonal. Donc là encore, là on peut pas trop bricoler. Mais d'une manière générale, le SOPK, il y a des compléments alimentaires comme par exemple l'inositol, et après la diminution du sucre pour diminuer la neuroinflammation, enfin l'inflammation de Bagrave. Ok, question également de Tony qui nous évoque un échange entre le docteur Sikorave sur la chaîne d'Antoine Pétavin, il faut croire ce qu'il mentionne, comme quoi ce docteur aurait dit qu'une vérité est que l'on sait que très peu de choses sur les échanges neurochimiques dans le cerveau et ce que l'on semblerait savoir serait biaisé notamment de par les personnes qui sont affiliées avec les labos pharmaceutiques. Tout à fait vrai. Okay. Non, tout à fait vrai. C'est-à-dire que c'est assez intéressant. C'est vraiment très intéressant. En fait, cette notion de dopamine, de sérotonine, d'équilibre, etc., ça a été beaucoup sorti à travers un livre qui s'appelle, je crois, un savoir à 100% par Braverman. Et en fait, il était un peu dans la sauce Braverman parce qu'il semblerait qu'il était actionnaire de sociétés qui fabriquaient des compléments alimentaires. Donc, compliqué. Après, là encore, je ne dis pas forcément que c'est le mec qui est forcément dans le vrai, mais par exemple des neuroscientifiques comme Andrew Huberman, qui est quand même pas mal, qui est quand même professeur de neurobiologie à Stanford, lui il y croit assez à cette histoire d'équilibre dopamine, sérotonine, etc. Là encore, vous pouvez avoir deux personnes qui sont neuroscientifiques, docteurs en neurosciences, et qui vont avoir des avis divergents là-dessus. C'est pas forcément si simple. Parce que quand on prend par exemple la dépression, souvent on va donner des médicaments, comme par exemple les inhibiteurs des récepteurs de la sérotonine, qui vont faire en sorte qu'il y aura plus de sérotonine dans le cerveau. Donc on part du principe que plus de sérotonine dans le cerveau, ça permet d'être moins dépressif. Mais ça marche chez certaines personnes, ça marche pas chez d'autres personnes. Donc il semblerait que certaines personnes, en augmentant leur sérotonine dans le cerveau, ils ont leur dépression qui baisse, et d'autres chez qui ça ne fait rien. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément de vérité, mais je connais cette histoire de cette entre guillemets critique de ces médiateurs, de l'équilibre des neurotransmetteurs. Bon, après, dans mon expérience, moi je sais que quand, entre guillemets, je travaille avec des compléments alimentaires qui sont censés augmenter tel ou tel neurotransmetteur, il y a des effets. Alors est-ce qu'il y a des effets parce que j'y crois? Est-ce qu'il y a des effets parce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des effets parce que mon patient y croit? J'en sais rien. Mais là encore, totale humilité, je dis si vous regardez un peu les vidéos d'Andrew Huberman, lui, il en parle. Par exemple, augmenter sa motivation en prenant de la L-tyrosine, lui, il en parle. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, difficile à dire. Et après, comme tu as mentionné, paradoxalement, le plus important ici, ça reste l'empirisme, parce que personne d'autre ne vous connaîtra mieux que vous-même. Et donc, l'importance de documenter tout ce que vous testez et faites. Arrêtez de vous fier uniquement, entre guillemets, qu'à des ressentis, parce que le temps biaisera votre perception des choses. Donc, prenez un simple tableur, mettez des colonnes telles que motivation, énergie, j'en passe, et notez l'évolution potentiellement de vos scores de par vos ressentis personnels pour voir une évolution quelconque dans le temps. Mais ne vous fiez pas uniquement, entre guillemets, aux souvenirs passés, des protocoles que vous avez pu expérimenter. Par contre, faites confiance aussi aux capacités de votre cerveau et l'effet placebo. L'effet placebo, c'est monstrueux, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que l'effet placebo, il marche même quand vous savez que c'est un placebo.
Moi je sais, depuis que je suis ado, je sais quand j'avais mal à la tête, je prenais de l'aspirine, et quasi instantanément quand je prenais de l'aspirine, mais pas n'importe quelle aspirine, hein, l'aspégique 1000. L'aspégique 1000, j'avais un soulagement du cerveau. Après les études de médecine, j'ai appris que l'aspirine ça marchait pas instantanément, mais même encore maintenant que je sais que ça ne marche pas instantanément sur le point de vue biologique, quand maintenant j'ai mal à la tête, je prends un gramme d'aspégique 1000 et instantanément j'ai plus mal à la tête. Donc voilà, le placebo, c'est quelque chose qui fonctionne. Alors, pourquoi pas également avec des compléments alimentaires actifs sur tel ou tel neurotransmetteur. Et il me semble également que l'effet placebo fonctionne même chez les animaux. Oui, tout à fait, voilà. Bien souvent aussi parce que le maître y croit. Bien sûr, à ce moment-là, c'est vraiment la logique de l'observateur influence sur le résultat de l'expérience. On te fait un compte facile, la physique quantique ici, des sujets qui te passionnent, toi comme moi. Question de Carole, pour celles qui sont en préménopause ou en ménopause, as-tu des conseils potentiellement plus adaptés à ces gens-là ou spécifiques pour ces gens-là? Alors, très important déjà, tout ça doit être documenté, que ce soit préménopause et ménopause. Après, il faut se poser assez rapidement la question de savoir s'il faut prendre un traitement hormonal substitutif. Le traitement hormonal substitutif, c'est quelque chose que les femmes sous ménopause devraient faire assez tôt, parce qu'au bout de 10-15 ans de ménopause, au contraire, ça devient plus déter et c'est trop tard. Donc voilà, ne pas hésiter à supplémenter. C'est tout comme les hommes, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai 53 ans, j'ai encore une bonne testo, mais je la surveille régulièrement et si à un moment elle tombe en dessous d'un chiffre qui me convient, j'hésiterai pas à me supplémenter. Donc on a des possibilités technologiques, médicamenteuses, technologiques, il faut les utiliser, bien sûr. Tac. Tony, pour ce qui est des bilans, on ne peut pas vraiment mesurer dans le cerveau. Et apparemment, pour tout ce qui serait les aliments à exclure, les aliments ingérés les jours précédents, via les intolérances qui apparaissent. Bah, de toute façon, c'est très compliqué de savoir par rapport au cerveau. La seule manière de savoir, enfin la meilleure manière, c'est exactement ce que vous avez dit, hein, c'est votre propre ressenti. Après, ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe dans le corps, c'est pas forcément ce qui se passe dans le cerveau. Par exemple, on dit que 90% de la sérotonine fabriquée en tube digestif. C'est vrai, mais est-ce que 90% de la sérotonine fabriquée en tube digestif va circuler dans le cerveau? Non. Donc c'est très compliqué. Il y a un truc qui est incroyablement complexe, à la fois fascinant mais également très chiant, qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Tout le monde n'est pas d'accord. Par exemple, il y a des personnes qui disent que prendre des compléments alimentaires de GABA, ça fonctionne. Et d'autres qui disent, c'est pas possible parce que le GABA, le complément alimentaire de GABA ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. Et il y en a d'autres qui disent, en fait aussi, dans certains endroits de la barrière hémato-encéphalique, il y a des dépôts qui permettent le passage du GABA qu'on ingère dans le cerveau. Donc tout ça, c'est des choses qui sont pas forcément extrêmement claires. De toute façon, c'est des choses en évolution. Moi, j'ai toujours l'idée de me dire que ce que je vous donne aujourd'hui comme information, c'est ce que je vous donne aujourd'hui, mais ça se trouve, je refais le topo dans 1 ou 2 ans, je dirai des choses très différentes. Et moi, j'ai aucun problème à dire blanc un jour et noir l'autre jour parce que j'aurais lu des trucs différents. Question de Aude, où et comment tenir les mesures que vous préconisez? Mon généraliste n'est pas forcément ouvert à mes demandes. Après, ça dépend. Il y a des médecins qui sont plus cool par rapport à ça. Ça dépend également concernant Aude, son âge. Ça dépend parce qu'en fait, le généraliste, il n'est pas là non plus uniquement pour faire les prescriptions. Je veux dire, c'est pas juste un secrétaire qui est là pour faire les prescriptions. Donc après, c'est à vous aussi, peut-être pas de le convaincre, mais d'essayer de trouver des arguments pour expliquer pourquoi vous avez besoin de telle ou telle prise de sang. Après, rien ne vous empêche également de vous faire une prise de sang et il a payé de votre poche. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle le rendement-facture. Quand vous êtes dans un labo et que vous dites, moi je compte dose, je n'importe quoi la vitamine D. La seule différence, en l'occurrence, il y a des prises de sang qui sont prises ou pas en charge par la sécurité sociale. Quand on passe par le généraliste, on est remboursé. Vous pouvez très bien faire des bilans sans ordonnance dans certains labos et tout simplement la différence, c'est que vous payez. Moi, quand je fais une ordonnance, la personne est remboursée, mais si quelqu'un veut des bilans et qu'il n'y ait pas d'ordonnance, il paye. De toute façon, honnêtement, franchement, on a trop l'habitude en France de la médecine gratuite, donc on veut que tout soit remboursé, on veut que tout soit par la sécu habituelle, etc. Mais honnêtement, les bilans sanguins, pas, même les bilans sanguins assez complexes qu'on peut faire en médecine de la longévité, sans ordonnance, pour, je sais pas, 200, 300, 400 balles, on s'en sort. Donc sachant que c'est pas non plus des bilans qu'on fait tous les mois. Oui, puis certes, ça peut paraître cher à l'instant T, mais il en va de votre santé. Et sans parler de productivité, le gain marginal obtenu par la connaissance de son corps va rapidement rembourser cette somme dépensée. Donc c'est un investissement beaucoup plus qu'une dépense. Question de Michel, mais si la caféine est bonne pour le corps, laquelle devrions-nous consommer? Je dirais, théoriquement, même si c'est pas ce que je fais, parce que moi je déteste le café, vaut mieux prendre celle qui est dans le café parce qu'elle est liée au café lui-même qui contient de bonnes choses comme des polyphénols. Voilà, le café c'est bien par rapport à tout ce qu'il comporte. Personnellement, j'aime pas le café. Moi je prends des trucs qu'il faut absolument pas prendre. Théoriquement, ça fait pas très du hacker de dire ça. Mais moi, les lendemains de garde, quand je suis défoncé, comme c'est le cas aujourd'hui, je prends la caféine dans du pré-workout. Voilà. Ou alors vraiment quand je sais pas de pré-workout sous la main, je vais me prendre un Monster Red Bull. Je sais, c'est dégueulasse, mais quand on sort de garde, qu'on a la tête dans le, ça fait bien. Voilà. Après, en termes de café, je peux en parler un peu parce que j'ai un passif avec la caféine, je suis accro au café. Surtout, c'est important de comprendre ici, c'est déjà éviter le café en capsule autant que faire se peut, parce que le café est en plastique généralement, le papier est en aluminium. Donc, c'est naturellement, vous consommez des parties de ces éléments-là qui vont se retrouver dans le corps. Et il semblerait, et arrête-moi si je me trompe, que l'aluminium pourrait passer, selon encore une fois son grammage, sa taille, la barrière hémato-encéphalique dont on a parlé précédemment. Le café cerveau humain fonctionne entre autres par conduction électrique. Mettre un métal potentiellement peu biaisé à la conduction n'est jamais une bonne stratégie de santé et de productivité. Donc, les capsules on évite. Également, on évite les cafés qui sont surtorréfiés. En effet, par la globalisation, on a voulu uniformiser le goût des cafés. Pour que vous preniez un Starbucks en France, à Paris, à New York ou peu importe, que le goût soit le même. Et pour ça, on vient surtorréfier, ce qui fait ce qu'on appelle une réaction de Maillard. C'est ce qui fait brunir le pain quand on le fait cuire. Et ça, c'est pro-inflammatoire pour le brûle. Et également, autant que possible, je sais que c'est un peu plus loin à faire, mais c'est vraiment la contrainte que je m'impose. Faites votre café vous-même. Alors, non pas planter vos graines, évidemment, mais venez les moudre par vous-même. Idéalement, qu'un moulin qui n'est pas électrique mais manuel. Et aussi, faites-le potentiellement une cafetière, soit piston, soit italienne, ou soit une Galetti. Parce que le rituel du café est tout aussi important que la consommation du café. On est fondé depuis les travaux de Carl Friston comme quoi le cerveau est prédictif avant toute chose. Donc tout ce que vous faites en amont de la consommation du café préparera le corps à recevoir le café. Ce qui va multiplier ses effets. Ce qui va pour l'alimentation, pour toute l'alimentation. Complètement, avec notamment la phase céphalique qui permet la production d'amylase cellulaire. Complètement. Voilà les conseils que je peux donner par rapport à la caféine. Alors, t'es encore bon niveau temps ou pas? C'est moi qui prends un cours dans 5 minutes à peu près, c'est moi l'élève dans 5 minutes. Un cours de quoi? Si c'est pas un cours de longévité, mais sur de la médecine très haut niveau. On va étudier les jumeaux numériques, la médecine de l'avenir, de la médecine du futur. Ok. Donc, ouais, du très high level. Alors, je prends encore 3 questions. Merci pour les informations. Ça, c'est pour le côté gratifiant de ta conférence. Tony, tu dis effectivement que selon les experts, ça se mélange. C'est normal, tu fais que je pense à la conférence d'Isabelle qui met en évidence l'importance de régime cétogène. Mais part du principe qu'il faut tester les choses pour voir les limites à votre niveau, comme toujours. Alors, les tester, oui, enfin, petite parenthèse, le cétogène, il vous fait trop de gras en fonction de votre typage. Oui, typage APE, ça peut être catastrophique. Enfin, je pense qu'on peut pas non plus dire, pas dire n'importe quoi avant qu'il y ait des bilans de santé, quoi. C'est là que tu vas aussi la génomique, mais malheureusement, en France, c'est guère légal d'obtenir son génome. Ouais, bon, après, il y a des trucs indirects, mais par exemple, on voit quand on a les bilans. Enfin, bon, je veux dire, se lancer dans le cétogène. Quand on n'a pas fait les bilans lipidiques, qu'on n'en sait pas plus, s'il n'y a pas dans les antécédents, enfin, bon, bref, tout ça pour moi c'est un peu du bricolo, mais bon, c'est un point de vue personnel. Ça marche.
Allez, dernière question de l'ordre. Concernant les hormones sexuelles, cela veut-il dire qu'avant la puberté, filles et garçons sont les mêmes? Où sont produits ces hormones? Quant au cycle féminin, est-il toujours le même? Ou est-ce que des événements comme la ménopause ou une contraception hormonale peuvent-ils l'influencer et comment? De toute façon, oui, à partir du moment où il y a une contraception, c'est des hormones chimiques, mais c'est toujours la même chose, il y a quand même une phase, parce que quand on prend des hormones, il y a quand même d'abord les oestrogènes et après les progestérones. Donc oui, de toute façon, ça va influencer. Mais d'une manière claire, il y a des personnes, des patientes qui ont pris une contraception pour bloquer leurs règles, parce que par exemple elles ont des règles très douloureuses, ou parce qu'elles n'ont pas envie d'être embêtées par les effets du cycle, parce qu'elles veulent avoir une stabilité de l'humeur. Je veux dire, c'est un secret pour personne, hein, c'est un secret polichinelle que vous soyez une femme, que vous soyez un homme et que vous connaissez des femmes, en fonction de leur cycle hormonal, les femmes ne sont pas pareilles, n'ont pas le même mindset, n'ont pas la même énergie mentale. Donc voilà, c'est important de comprendre cette histoire de cycle féminin. On va t'abandonner ici du coup ta conférence qui arrive. Ouais. C'est pour les quelques dernières questions qui restent, celles auxquelles je peux répondre, je répondrai, sinon peut-être que les gens peuvent contacter encore une fois, ton livre sortira bientôt, donc je pense que les questions que les gens se posent seront dans le livre également. Et sinon, vous pouvez vous inscrire sur mon site internet. Et te suivre sur LinkedIn également. Ouais, sur LinkedIn, ouais, je suis très actif sur LinkedIn. Voilà, n'hésitez pas. Merci à toi, merci pour ton temps. Merci, à très bientôt, bye bye, ciao, ciao. Du coup, on va rester entre nous. Je sais répondre à quelques questions, mais je n'ai pas l'expertise du docteur Denis évidemment sur ces sujets-là. Je vais répondre avec mes connaissances. Tony, café torréfié, c'est comme le pain grillé, comme un certain nombre d'aliments, frites, biscuits, café noir. C'est effectivement des parallèles que j'ai pu faire précédemment, qui contiennent du coup de la calamide, une substance chimique qui se forme quand les produits riches en amidon sont cuits à haute température. Effectivement, on appelle ça notamment la réaction des AGE, Advanced Application End Product. Et ce qui est terrible, c'est que c'est extrêmement bon goût. Et du coup, la fameuse réaction de Maillard dont j'ai parlé précédemment. Chat, merci. On a le numéro privé, effectivement, je ne suis plus le seul à l'avoir. Par rapport à la question de Lucille sur le syndrome des ovaires polykystiques, je ne connais pas du tout, j'en suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question. Tony, est-ce qu'avec tout cela, on ne se focalise pas comme la majorité des psychiatres sur le local et les échanges neurotransmetteurs en oubliant l'état global du cerveau? Comme peut le dire le docteur Font. Intéressant, c'est une très bonne question et qui fait écho notamment à la conférence que je vais dispenser en ouverture donc mardi sur l'importance encore une fois de l'environnement. L'environnement, je l'ai focalisé lors de la conférence sur le physique, donc le bureau, à la fois le meuble ainsi que l'espace de la pièce dans laquelle nous sommes. Mais pour le corps, c'est pareil, on ne peut pas simplement chercher à scinder le corps en sous-parties. Il y a une logique dans le corps humain et en fait, le corps est simplement la somme de ses parties. Et même est plus que la somme de ses parties. Un exemple que prend souvent mon ami très proche qui est Richard par rapport à ça, qui en parle très souvent, le foie n'existe pas sans le retour du corps humain. Ce qui fait exister le foie, c'est l'interaction qu'il a avec les autres organes. Donc oui, il faut voir le tout. L'approche avec très souvent soit systémique, soit holistique. Comment gérer la productivité et la ménopause quand les hormones se sont cassées la gueule? Aucune idée, je ne sais pas Christelle, j'en suis vraiment désolé. Peut-être que le docteur Denis en parle dans son livre également. Je ne peux que t'inviter à suivre le travail qui s'appelle Kiffe ton cycle de. Ah, j'ai oublié son nom. Kiffe ton cycle avec un livre également. Hop. De Gaël, c'est ça effectivement. Gaël Baldassari, qui peut potentiellement, je pense, en parler. Ensuite, pour le régime à garder que vous dites l'administration alimentaire aux USA a totalement vasté la pyramide méditerranéenne. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Le régime méditerranéen, justement, n'est pas un régime qui est riche en glucides. En effet, si on reprend, je partage mon écran, il reste un petit peu de temps, c'est bon. Pyramide alimentaire USA. J'ai chopé rapidement l'image, est-ce que j'ai une comparaison des deux pyramides quelque part, ça serait plutôt une bonne chose. Ouais, c'est immonde comme image. Et toi, si je te prends, non. Alors, comme par hasard, je vais pas réussir à trouver ce que je souhaite comme image. Allez, on va prendre ça, c'est pas grave, tac, on va sur X. Ok, parfait. Merci d'être encore là avec moi qui prend le relais du docteur Denis. Ah, Lucie a répondu, il faut croire, par rapport à des questions qu'il fait, ok. Ok, partage l'écran, rapidement. Tout l'écran, on partage cet écran-là. Ok, c'est un peu large parce que c'est mon écran extra large, justement. Non, donc le régime méditerranéen est justement un régime qui fait la part belle davantage aux produits gras et aux produits animaux qu'aux produits tout ce qui est justement grain, tout ce qui est glucides. Donc non, le renversement de la pyramide, notamment par Robert Kennedy, pour donner son prénom, n'est pas antagoniste justement au conseil du docteur Denis, bien au contraire. Et justement, cette pyramide est merveilleuse dans le sens où, encore une fois, elle met sur le devant de la scène les produits déjà qui sont bruts. Il n'y a pas de saloperie transformée, ou du moins très très peu. On voit du beurre ici, par exemple, c'est transformé, il y a également des restes marginales transformés. Et on voit une part belle donnée aux protéines, qui sont essentielles notamment, non pas uniquement pour la prise de masse musculaire, mais également pour l'apport en neurotransmetteurs, parce que le résultat de la dégradation des protéines, c'est ce qu'on appelle des acides aminés, qui sont les composants de base des neurotransmetteurs dont le docteur Denis a parlé précédemment. Et après, on voit effectivement en marge les produits céréaliers. Il évoquait la pyramide non inversée, c'est possible, je ne sais pas, j'ai pas suivi cette conférence, elle fait des gens passés. Oui, à moins de glucides, effectivement, c'est inversion, c'est bien ça. Mais moins de glucides ne veut pas dire cétogène. C'est pas pareil, cétogène, ça veut dire pas de glucides. Ou potentiellement un jeûne long qui permet justement ce qu'on appelle la néoglucogénèse, soit l'exploitation des glucides, des lipides, transformés en substrat énergétique pour le corps humain. Voilà, et c'est l'autre question à me poser par rapport à cette conférence. Je t'en donne comme je peux, je n'ai pas son expertise sur les sujets qu'il a pu évoquer. Effectivement, on est sur une logique, comme tu l'as dit, de flexibilité au final métabolique. Autrement dit, on redonne au corps sa capacité à son niveau à exploiter soit les voies lipidiques, soit les voies glucidiques pour créer de l'énergie. Attends, débutant sur ça, c'est pas bon niveau. Je vous laisse, le docteur Denis m'appelle. Allez, excellente journée à vous, et on se retrouve demain matin à 9h.